Aux Philippines, tout est une question de contraste. La pluie et la chaleur, le bruit et le silence, le luxe des buildings et la vie dans la rue. Ici, on croise des regards d'enfants qui grandissent au bord du monde. Et pourtant, dans ce chaos, il y a toujours de la vie. De la musique, des rires, des mains tendues. Et c'est ce paradoxe qui m'a bouleversée dès les premiers jours. C'est dans ce contexte qu'est née la Fondation Virlani, il y a plus de 30 ans. Une mission simple mais immense, redonner un foyer, une dignité, une chance à ces enfants que la vie a trop mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer celui qui en est à l'origine, un homme qui a choisi de faire de sa vie un engagement, de transformer la compassion en action. Mais avant de parler d'espoir et d'humanité, il faut parler de Noël. Parce qu'ici, aux Philippines, Noël, ça commence en septembre. Ouais, vous avez bien entendu. Pendant que chez nous, on sort à peine des tongs, et ici, les sapins, les guirlandes et les chansons de Maria Carey sont déjà partout. Et chez Dominique, c'est pareil. Des lumières, un sourire et une bienveillance qui réchauffent tout. Alors, c'est dans cette atmosphère un peu magique, entre rire et souvenir, que j'ai voulu lui poser quelques questions. Sur son parcours, ses convictions et sur ce qu'il a appris, après tant d'années à marcher aux côtés des enfants des rues. De cette rencontre, je garde une immense gratitude. Dominique parle avec la simplicité de ceux qui ont vécu, agi, aimé sans compter. On sent dans ses mots cette foi tranquille qui déplace des montagnes, cette conviction qu'un seul geste peut tout changer. Et je crois que c'est ça, la véritable mission. Non pas de sauver le monde, mais plutôt de semer chaque jour une graine d'humanité. Alors merci Dominique, et merci à ceux qui, dans l'ombre, continuent d'allumer des lumières. Je vous laisse maintenant entrer dans cette rencontre, celle d'un homme dont le cœur a changé la vie de plus d'une vingtaine de milliers d'enfants. Bon visionnage à vous. OK, commençons. Bon, déjà, merci beaucoup, de m'accueillir chez vous parce que je suis vraiment super heureuse, déjà d'apprendre un peu plus à vous connaître et puis c'est vrai que je n'avais aucune notion de ce qui se passait, aux Philippines. Je ne connaissais pas du tout la fondation Virlani et ça a été quand même, un énorme éveil de conscience d'arriver ici et de me rendre compte de la situation du pays et aussi à une échelle mondiale de l'incidence qu'il y a au niveau de la pauvreté. Donc, je voulais déjà commencer cette interview en discutant un peu de votre parcours personnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, déjà sur votre histoire, brièvement? Bon, je suis originaire du nord de la France, de ce qu'on appelle la MEL, la métropole lilloise. Quand j'avais 11 ans, je suis allé au petit séminaire dans les Flandres, à ce qu'on est une ville qui s'appelle Hazebrouck. Et ensuite, j'ai fait des études dans la région parisienne, à Paris 13, à la Cato. Et j'avais fait, avant de faire mes études, j'avais fait un, un diplôme de comptabilité. Et comme j'arrivais pas à trouver avec quand j'étais sociologue de formation, j'arrivais pas à trouver dans les années 70, du travail en tant que sociologue. C'était juste après 68, donc il y a plein d'a priori sur les sociologues, etc., qui étaient ceux qui avaient monté 68, etc., qui avaient créé les troubles, etc., qui avaient été les leaders. Donc les entreprises n'avaient pas du tout envie de travailler avec des sociologues. Donc j'ai repris mon diplôme de comptabilité. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant 1 an comme comptable chez Xerox, donc une entreprise américaine près de Lille. Et je faisais en même temps du bénévolat au Secours catholique dans les vestiaires de Tourcoing. Et un soir, ma mère me dit, «Tiens, Dominique, on a reçu un appel pour toi, il faut que tu rappelles Paris parce que le responsable voudrait te parler». Donc je rappelle Paris et j'ai quelqu'un que je connaissais pas le nom, évidemment, c'était Raymond Vandoute, en fait, qui était un des responsables du Secours catholique, qui me dit: «Je te connais pas, tu me connais pas, mais est-ce que tu veux venir dimanche à Paris pour me rencontrer?» Et je lui dis: «Bon, OK, OK». Donc je suis arrivé à Paris, ce qu'on a un centre qui s'appelle La Comète, qui est près des Invalides, où on accueillait en fait tous les marginaux de Paris, la nuit, les clochards, tous ceux qui traînaient dans les rues de Paris, quoi. Peu de jours après, ils me rappellent en disant: «Est-ce que tu es libre au 1er octobre?» 1er novembre, pardon, 1er novembre. Ben, je dis: «Je travaille moi, je vais pas me libérer comme ça, je suis comptable, et cetera». Je vais voir mon chef de service de comptabilité. Je lui dis: «Écoutez, monsieur, on me propose une place dans un centre d'accueil pour les marginaux à Paris.
Est-ce qu'on n'aurait pas une mission de démissionner à la fin du mois pour partir? Il m'a dit ceci, je me rappelle tout, il m'a dit: «De toute façon, vous êtes un bon comptable, mais vous n'êtes pas fait pour être comptable. Vous serez mieux où vous allez». C'est comme ça que le 2 novembre 75, je suis arrivé à la Comète, à centre d'accueil, et 1 an plus tard, et là, j'étais vraiment jeune à ce moment-là, on m'a donné la responsabilité d'un département en Seine-et-Marne, qui est un très grand département puisqu'il fait la moitié de la superficie de l'Île-de-France, hein, la Seine-et-Marne. Ensuite, je suis reparti 2 ans à Paris pour être responsable d'un centre d'accueil de jour pour les sortants de prison, pour les marginaux et les toxicomanes, et cetera. Et ensuite, je suis reparti 3 ans, comme responsable du département de l'Aisne. Au tout ce temps-là, j'ai voulu faire une formation de travailleur social, de diplôme supérieur de travail social, en formation permanente. Ce diplôme donne souvent la possibilité à des responsables d'être directeurs d'entreprise sociale, que ce soit des EHPAD, des maisons de retraite, enfin tous ceux qui ont un peu des entreprises sociales. Il fallait avoir fait 10 ans de social pour faire un peu son diplôme. Avant que j'étais au Poitou, j'avais connu Enfance et Partage, à ce moment-là. La responsable que je connaissais bien, qui était Martine Brousse, qui était la présidente, m'a dit: «Bah, si tu veux, en octobre», donc c'était en octobre 87, donc elle me dit: «Si tu veux, je t'envoie aux Philippines pour faire une étude sur les enfants des rues». Moi, j'ai regardé, j'ai dit: «Qu'est-ce que je vais faire aux Philippines? Faire une étude sur les enfants des rues?» Et il s'avère que donc, elle me dit: «Oh si, si, vas-y, 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 je suis sûr que tu peux». Mais je parle pas anglais en plus, mais ça fait rien, tu te débrouilleras bien. Et en plus, donc, je suis arrivé ici, et en plus, j'étais à ce moment-là en formation. Je terminais ma formation de travail de mon DSCS, et je faisais un mémoire, enfin une thèse sur, de l'assistanat au développement. Et donc je viens ici pendant 3 semaines et je fais mon étude. Et je lui ramène un dossier en disant: «Voilà, j'avais été à la prison, j'avais été à la prison pour enfants, j'avais été au RAC, j'avais été visiter des associations, et cetera». Et je lui ai ramené un projet. Je retourne en France, je passe mon diplôme, je fais ma thèse, et cetera. J'avais choisi trois destinations pour ma thèse, et à ce moment-là, il n'y avait pas internet, et cetera. Il fallait aller dans les bibliothèques, tout ça. Donc j'avais choisi le Nicaragua, Madagascar et les Philippines. Et les Philippines, j'avais choisi, et ça, c'est assez marrant d'ailleurs, j'avais choisi les difficultés qu'ont les coupeurs de canne à sucre dans l'île de Negros. Mon premier voyage ici, quand je suis arrivé ici en janvier 88, puisque j'acceptais le deal avec Enfance et Partage pour 2 ans. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici, et puis mon premier voyage, c'était pour voir quelqu'un que j'avais rencontré quand j'avais été au Secours catholique, qui était l'évêque de Bacolod, qui était vraiment un militant des droits de l'homme. Il défendait les monseigneur Fortiche, qui défendait les plus pauvres, les coupeurs de canne à sucre, et cetera, parce qu'ils vivaient dans des conditions, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans des conditions hyper difficiles, quoi, hein, dans des zones, qui sont dans des petits villages où ils sont tous ensemble, sous la coupe du propriétaire. Bon, c'est encore comme ça aujourd'hui, hein, quand on les voit bosser, à couper la canne à sucre avec les faux, et puis les mettre sur les camions comme ça, et lui, il était aimé comme il était haï par les gens par les négrincés, par les gens de Negros. Et c'est comme ça que mon premier voyage est passé là-bas. Et c'est marrant parce que là-bas, je vis maintenant une partie de ma vie là-bas aussi maintenant, à Bacolod. Donc oui, vous avez un petit peu expliqué donc ce qui vous a amené aux Philippines et quel a été le moment déclencheur, aux Philippines qui, vous a poussé à créer Virlani? J'ai proposé, moi, quand, j'avais rencontré l'équipe d'Enfance et Partage, j'avais proposé qu'on crée des maisons pour les enfants des rues, D'accord. hein. Donc c'était mon projet, et donc j'avais rencontré des gens ici avec lesquels, bah, comme je connaissais personne, moi je suis arrivé ici tout seul, hein, sans connaître personne de personne, hein. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens, et cetera. Certains ont dit: «Bah», bon, c'est vrai que j'étais un peu naïf, j'ai dit: «Bon, les gens vont m'aider», et cetera. Donc là, on a ouvert d'abord Massigla en mars 88, donc assez rapidement, en fait. Je suis arrivé ici en heu, fin janvier 88, donc 2 mois plus tard, on ouvrait Massigla, hein, la première maison. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des Philippins. Mais donc je suis arrivé ici, et on a été assez rapidement, et en fait, moi, j'étais venu pour ça, en fait, créer des maisons d'accueil pour les enfants des rues. Et j'ai commencé à aller à la prison, le RAC n'existait pas à ce moment-là, c'est nous qui l'avons créé. Et parce que les enfants des rues étaient en prison à ce moment-là, on les mettait en prison. Donc on a commencé à ouvrir une première maison. C'était sur Taff Avenue à Massigla, on avait appelé qui faisait joie de vivre en tagalog, joie de vivre en catalan.
Et c'est comme ça qu'on a ouvert 3 maisons. C'est dans le titre de ma sigle, hein, 3 maisons avec Enfance et Partage. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est Monsieur Hérode, la Fondation Hérode en Suisse, qui a beaucoup, beaucoup financé pendant des années, pendant 30 ans, Virlani. Et en 92, donc en 92, à la suite de conflits plus ou moins larvés avec une équipe qui essayait de faire un peu n'importe quoi, donc on a décidé de créer une nouvelle association avec, à la demande d'ailleurs des donateurs, des sponsors de mon grand sponsor qui m'ont dit on peut pas rester avec une équipe comme ça. C'est comme ça qu'on a créé en 92 Virlani. Et donc vos objectifs de départ, c'était pour aider les enfants dans la rue et après comment ça a évolué? Ben, en fait, on a rencontré des différentes, enfin, on en est jusqu'à 13 maisons à Virlani, hein, jusqu'à 13 maisons qu'on a eues. Et donc, en fait, ça dépendait un peu des rencontres que je faisais. Par exemple, on a créé une maison parce que j'avais rencontré dans la rue un bébé qui était sur Taft Avenue, là, je me rappelle toujours qu'il était sur une balance un soir, une nuit. Et bon, parce qu'on travaillait beaucoup la nuit à ce moment-là, on allait beaucoup dans les rues la nuit. Et donc, ma mère donnait du solvant à son enfant. Et 2 ou 3 jours plus tard, je repasse et elle me dit l'enfant, je dis: «Où est ton bébé, votre bébé?» Elle me dit: «Napata», il faut dire qu'il était mort, quoi. Après, bon, il y a des enfants des rues qui étaient handicapés mentaux, hein, qu'on avait vu au RAC, parce qu'on a beaucoup travaillé au RAC aussi. Ce RAC, c'était le Regional Access Center, c'était un lieu de la ville de Manille qui qui accueillait les enfants, les familles, les personnes âgées qui étaient ramassées dans les rues de Manille, quoi, par la police ou par des gens qui les ramenaient. Ouais. C'est comme ça qu'on a accueilli pratiquement 60% de nos enfants venaient de là, quoi. Et puis on a travaillé aussi dans les communautés parce que moi j'avais découvert qu'un certain nombre d'enfants des rues venaient de certaines communautés, surtout de Tondo. Ce qui faisait que les enfants, je me suis dit: «Bah, il faut faire de la prévention, donc il faut qu'on travaille sur le bidonville pour éviter que les enfants se retrouvent dans la rue». C'est comme ça qu'avec Emma, qu'il faut interviewer Emma, heu, qui a donc, on a créé avec d'autres avant aussi, avant elle, ce programme dans les communautés, c'est-à-dire dans les bidonvilles. Et à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les projets de Virlani? Aujourd'hui, on a 2 Virlani. On a Virlani ici, on a Virlani Fête OK, à Negros, hein, à Negros. d'accord, Je dis pas à Bacolod parce qu'on a aussi des programmes à Bago. Certains donateurs nous demandent de faire des projets sur 3 à 5 ans. d'accord. Véronique Fête l'a fait ça. Donc on a envoyé aux donateurs le projet de 3 à 5 ans. Mais ici à Manille, ils l'ont pas encore fait. Mais bon, il faut voir aussi que Virlani est là depuis maintenant 35 ans bientôt, c'est ça, 33 ans. J'ai des membres qui sont depuis plus de 30 ans avec moi. Et c'est vrai qu'on peut aussi s'user un peu au fil des années, hein. On peut s'user un peu aussi au fil des années. Donc ça demande aussi qu'on essaye de remotiver un peu les équipes pour qu'on puisse avancer, quoi, hein. Tout à fait. Il est vrai aussi, qu'on est dans un contexte mondial difficile, hein, Tout à difficile, fait. économique mondial difficile. Et j'ai encore appris, par exemple, récemment que même en France, en Belgique, enfin, vous avez même aux États-Unis, on casse les aides pour les ONG dans le monde, hein, parce que enfin, là, je plus de la politique, mais au sens pur du terme, Bien hein. sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on veut faire la mondialisation et on veut contrôler tout ce qui se passe, quoi. Et que certains nombre d'ONG sont des ONG qui font, j'y mets ça entre guillemets, qui ruent dans les brancards pour se battre pour les droits des enfants, pour les droits de l'homme, et cetera. Et qui est pour les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, ça peut être gênant, hein, Bien sûr. ça peut être gênant. Donc une manière de les faire taire, c'est de couper les subventions, hein. Ouais. Donc à travers les donateurs, et cetera. Mmh. Donc il faut qu'on se batte pour qu'on puisse continuer, mais je pense que si on y croit, si moi j'y crois beaucoup et je pense qu'on peut faire évoluer la chose et on peut et moi ce que j'ai dit à l'équipe, c'est qu'il n'avance pas recule, hein. De toute façon, il faut qu'on avance, il faut qu'on se remette en route pour pouvoir mettre en place des maisons parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de casser les ONG, mais n'empêche qu'il y a de plus en plus de pauvreté, hein, même en France, hein. Il y a de plus en plus de pauvreté et là est le du problème, hein. C'est vrai que les gens très riches il y a des gens riches qui partagent, hein. Moi, j'ai des amis qui sont riches, qui partagent beaucoup, mais il y en a d'autres qui partagent moins et moi, je pense que si on arrive à toucher le cœur des gens, ça peut aussi aider à ce qu'ils soient donateurs et qu'on puisse faire des choses ensemble. Parce que Virlani, en tant que Virlani ou Virlani Fête,
sont des ONG qui sont des fondations maintenant, c'est des fondations qui sont crédibles, hein. On sait ce qu'on a fait, et quand je faisais beaucoup de conférences en France auparavant, c'est vrai que bon, personne ne mettait en cause le travail qu'on faisait, quoi, hein, ou qu'on a fait, ou qu'on fait encore aujourd'hui. Mais je pense qu'on a la capacité, enfin pour moi, hein, on a la capacité de se remettre en route et de remettre en place des nouvelles maisons, hein. Mais il faut le vouloir, Bien quoi, sûr. hein. Et c'est vrai que c'est pas évident de se remettre en cause et de se dire: «Ben, on a envie de faire autre chose», Mmh. hein. Et qu'est-ce qui vous touche le plus au quotidien à être auprès des enfants? Moi, ce qui m'a beaucoup touché quand, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand je suis sur le terrain, c'est les enfants handicapés, hein, les enfants handicapés. Je me rappellerai toujours un jour de Noël, j'étais avec des amis là, de France, et une femme que j'admire beaucoup qui est Christiane. On était ensemble au RAC, ce fameux RAC au ramassé. Il y avait un enfant qui se faisait battre par les autres enfants dans la pièce, hein, c'est un genre de cellule, et je me suis dit, «Bah, pourquoi il se défend pas, quoi? Pourquoi il se laisse faire?» et cetera. Et donc j'ai regardé, c'est un enfant handicapé qui avait pas le moyen, qui est toujours là, qui est toujours à la fondation d'ailleurs aujourd'hui, qui est à Jade. Je l'ai ramené ici à la fondation parce qu'il fallait le protéger, quoi, hein. Et bon, c'était un véritable animal, il mangeait sur le sol et cetera. Enfin, j'ai plein d'exemples avec lui, John. Et là, ça m'a fait dire, ben, vraiment, un enfant de la rue qui est handicapé mental, comment il peut se défendre, quoi? Il a aucun moyen de se défendre. Et au RAC, c'était ça, quoi. Ils étaient les souffres-douleurs de tous les autres enfants, et cetera. Et donc ça faisait qu'aujourd'hui, bah, je me suis dit: «Il faut vraiment se battre pour eux». Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on en a encore une cinquantaine dans la fondation, voire plus, hein. Il y en a 20 qui sont partis à la ferme, hein, qui viennent d'ici, 10 garçons, 10 filles, que je connais depuis 20 ou 30 ans, parce que ils ont pratiquement tous plus de 30 ans. Donc ils sont avec nous depuis, pratiquement 25 ou 30 ans. Donc je les connais par cœur. Mais c'est vrai que quand je suis à la ferme, moi ça me fait plaisir d'être avec eux, quoi. Ils demandent toujours: «Couillard, quand est-ce que vous restez avec nous?» et blablabla. Mais moi je pense que être au milieu d'eux, être avec eux, et dans tout ça, il y a beaucoup d'amour, quoi. Il y a beaucoup d'amour dans la rencontre, dans le quotidien, dans ce qu'on vit, et cetera. Il y a beaucoup d'amour. À tous les familles que j'aide, qui sont plus à Virlani, mais qui sont à l'extérieur de Virlani aujourd'hui, j'en ai une quinzaine de familles aujourd'hui personnellement, hein. Et c'est vrai que, il y a beaucoup de rencontres, même si on se voit pas beaucoup, hein, même si on se voit pas beaucoup, mais ils m'envoient souvent des messages en disant: «Tataï, papa», parce que pour eux, je suis un peu leur père, ce qui les a élevés parce qu'ils étaient à Virlani. Et il y a beaucoup de références, dans la rencontre, d'oubli de soi aussi dans ton temps. Je pense que c'est très beau tout ça. Ouais. C'est très beau tout ça. Et quels ont été vos plus grands défis? Bah, le 1er défi, c'était de s'installer ici, Mmh. hein, c'était de prendre sa place ici, et moi j'étais étranger. Et au début, c'était difficile quand même parce que il y avait des histoires, c'était pas nouveau, mais et c'était nouveau aussi, c'était assez nouveau la pédophilie, quoi. Mais on n'en parlait pas beaucoup à ce moment-là, hein. Les premières émissions qu'on a fait en France sur la pédophilie, c'était fait par une équipe de TF1 avec laquelle j'avais collaboré, qui était une émission qui s'appelait 52 sur la une, qui était une émission qui était très, très vue parce qu'il y avait peu de chaînes à ce moment-là. C'est une émission sur TF1 une fois par semaine à 22h30. Qui est un grand reportage avec des équipes de reporters fantastiques, fantastiques, qui faisaient du boulot d'investigation, et cetera. Et c'est vrai que s'installer ici, c'était pas évident, quoi. Et puis c'est normal pour les Philippins, ils se demandaient: «Qu'est-ce que c'est que ce gars qui arrive pour s'occuper des enfants, quoi?» Hein, il a fallu que je fasse reconnaître. J'étais vraiment reconnu le moment où j'ai eu ma fille. Avec une Philippine, j'ai eu un enfant, et c'est vraiment un moment où j'ai été reconnu par le gouvernement à ce moment-là. Mmh. Mais il a fallu aussi que chacun prend sa place, quoi, hein. Ouais. En tant que responsable d'une fondation, c'est normal parce qu'il y en avait 2 qui avaient fait excusez-moi du terme, des conneries avant moi, hein. Ouais. Hein, il y avait un Français d'ailleurs qui avait été dans la prison pour abuser des enfants dans la prison, et cetera. Il s'est fait piquer, enfin, j'ai dit: «C'est pas Mmh. possible». Voilà, donc c'était un peu le défi. Après le défi, c'était évidemment et fait après d'avoir de pouvoir communiquer, de pouvoir, faire ma place. Mais communiquer, ça s'est pas fait
enfin pour moi, ça s'est pas fait qu'au niveau de la parole, quoi. Ça s'est fait au niveau des actes. J'ai beaucoup été dans les rues avec mes équipes, hein. J'ai beaucoup été dans les rues avec mes équipes. J'étais pas dans mon bureau, j'étais toujours avec eux, quoi. Parce qu'aller dans la rue, c'était pour moi important et j'ai pas particulièrement d'espérance. Si, j'avais l'espérance de Paris, mais quand j'étais dans la rue de Paris avec les toxicos, mais c'est tout à fait différent. Parce qu'ici, ce que j'avais découvert aussi ici, c'est que les enfants, même s'ils étaient dans la rue et cetera, avaient une déférence pour l'adulte. Ils reconnaissaient l'adulte, comme adulte, donc comme quelqu'un qui avait l'autorité sur eux et là, c'était important parce qu'il y avait toute cette autorité qu'on ne trouvait plus déjà en France il y a 30 ans, il y a 40 ans maintenant. On trouvait plus cette autorité. Quand je me rappelle quand je travaillais avec les jeunes dans les rues de Paris, c'était la violence, c'était beaucoup j'étais ouvert ici, on a eu de la violence, évidemment, entre eux étaient violents, mais avec nous adultes, il n'était pas beaucoup. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais très, très peu. Très, très peu de violence, très peu. Entre eux, oui, bien sûr. Donc c'était un adulte qui rencontre un enfant et dont l'enfant est acte comme étant celui qui est en face de lui, adulte, donc il lui doit, respect et obéissance, quoi. Moi, c'était pas toujours facile, hein. Et quels sont les rêves pour les enfants et les familles que vous accompagnez? Ben, en fait, dans ce qu'on accompagne, on a accueilli à peu près 22 000 enfants à Virlani depuis le début, voire plus. Et c'est vrai que il y a 30 des enfants à peu près qui retournent dans la rue, qui s'en sortent pas, mais il y a toujours un moment où quand même quand je me balade dans les rues, souvent, pratiquement toujours, j'encontre des enfants, des gens, même assez loin, hein, qui me disent: «Kouya», mais je les reconnais pas parce que ça fait longtemps. Donc ils sont des adultes aujourd'hui. Donc ils ont fait leur vie dans la rue et cetera. Ça, c'est une première chose. Après, il y en a ceux qui là, pour 30 à 40 qui sont ceux qui plus ou moins, qui ont plus ou moins réussi, mais qui ont une vie relativement, stable et cetera. Et après, il y a 30 qui ont bien réussi, qui ont une belle profession, qui peuvent être profs, qui peuvent être, beaucoup travaillent sur les bateaux aussi, les bateaux de croisière ou les bateaux maritimes, parce qu'on a des liens avec des compagnies maritimes. Beaucoup travaillent aussi dans les entreprises, de l'informatique et cetera. Donc dans les 30 c'est vrai qu'il y en a qui ont bah, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils viennent nous rencontrer. On est à peu près pour un certain nombre d'entre eux avec Arline et puis moi, on est à peu près leur père et leur mère, quoi et puis d'autres aussi d'équipe. Enfin, on est plutôt leur référence de la famille, quoi. Donc ils vont être assez ouverts aussi pour discuter avec eux, pour voir avec eux et cetera, quand ça va ou ça va moins bien, hein. Voilà, donc c'est un peu le qu'on essaye de faire aujourd'hui avec, parce que Virlani, enfin, bon, c'est peut-être un grand mot, mais pour moi, Virlani, c'était une famille, quoi. On essayait de vraiment d'être ensemble, et surtout au début, on a vraiment créé des liens forts entre nous. On faisait des fêtes ensemble le soir, on faisait des karaokés, chez moi, et cetera. Enfin, on fait plein tous les soirs, pas tous les soirs, mais au moins 2 fois par semaine. Tout le monde venait chez moi, j'avais une grande maison là derrière, pour chanter, pour faire le karaoké. Ils adorent le karaoké aux Philippines et c'est vrai que bon, ça permettait de créer des liens et de souder l'équipe, quoi. Parce qu'on avait affaire à des situations dramatiques, hein, dramatiques, des enfants en situation psychologique et humaine complètement catastrophique. Et comment les volontaires et le monde extérieur peuvent, aider ou contribuer à cette mission? Moi, je pense qu'il y a plusieurs formes de volontariat pour, Virlani. Il y a ceux qui viennent dans leur tas de compétences comme vous, qui venez avec des compétences et cetera. Il y en a d'autres qui arrivent pour dire: «Bon, j'ai une de mes amies là qui va arriver au mois de janvier avec moi, et qui dit: "Bah, moi, j'ai envie de faire des choses avec elle a 60 ans, j'ai envie de faire des choses avec Virlani, j'ai envie de, connaître Virlani, j'ai envie de faire des activités avec les enfants" et cetera. Chacun est à condition d'avoir de l'amour et d'être, respectueux aussi du pays dans lequel on vit, parce que c'est aussi un des challenges que j'ai eu, quand je suis arrivé ici. On rentre dans une autre culture, hein, complètement différente de la nôtre, hein. Bien qu'on pense qu'ils sont américanisés et cetera, c'est faux. Ils sont complètement, asiatiques dans leur comportement, dans leur façon de vivre, dans leur façon de percevoir les choses et cetera. Donc on vit dans 2 mondes différents, hein, dans 2 mondes différents. Et si vous aviez un message à transmettre aux personnes qui regarderaient cette vidéo, quel serait-il? Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de l'autre, hein, être à l'écoute de l'autre, ne jamais juger l'autre. Qui suis-je pour juger, quoi? Ne jamais juger l'autre parce qu'il est différent de nous. On est chacun différent. Comme dit mon père, on est tous différents. Donc, il faut respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit,
dans ses propos et aussi donner beaucoup d'amour, hein. Et je pense que la fondation peut vivre, grâce à l'amour que l'on donne aux enfants et de toute façon, si vous avez de l'amour, vous en recevez beaucoup en échange. Mmh. Donc vous perdez pas, vous n'y perdez pas à la transaction qu'on veut faire. Bien Je donne sûr. de l'amour, mais j'en reçois aussi beaucoup et j'en ai reçu énormément des enfants, et aussi des équipes d'ailleurs. Et enfin, pour terminer, comment on peut contacter Virlani et qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à cette mission? Et vous avez en France, vous avez Virlani France, hein, vous regardez sur internet, Virlani France. En Belgique, vous avez l'association de l'enfance Sermol et au Québec, vous avez Virlani Québec aussi et en Suisse, vous avez Virlani Suisse, hein. Voilà donc mais c'est vrai qu'on a besoin de parents aussi, hein, pour les enfants qui vivent dans les maisons, comme pour les enfants qui vivent dans les communautés, dans les bidonvilles, comme pour les enfants qu'on aide aussi dans l'école, mobile, parce qu'on est une école qui va dans les rues pour l'éducation, parce qu'évidemment les enfants des rues n'ont pas beaucoup de moyens de s'instruire, donc c'est l'école mobile, ça peut donner l'appétit à l'enfant de s'instruire pour les faire entrer dans un contexte plus, dynamique et plus classique. En tout cas, vous êtes bienvenus si vous venez nous rencontrer à Virlani, on vous accueillera toujours avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup pour votre temps et pour votre partage. Welcome. Et maintenant, on va prendre soin de vous.